Après quelques podcasts dans lesquels j'ai parlé de l'archétype féminin, il est temps maintenant d'évoquer celui du masculin, sinon je risque d'être étiquetée comme féministe. Ce qui n'est pas le cas, car je suis consciente que, sur le plan symbolique, le féminin et le masculin, c'est seulement dans l'action de leur union qu'ils initient la création. Le féminin confère le contenu, tandis que le masculin déclenche l'action. Le féminin est valeur, tandis que le masculin est principe. Sur le plan linguistique, la valeur s'exprime par les substantifs et les formes grammaticales qui désignent la qualité, alors que le masculin s'exprime par le verbe. Voici une courte mantra qui définit l'essence de l'aspect spirituel masculin, auquel je souhaite à présent accorder une attention prioritaire. Je suis, j'agis, j'accomplis. J'ai la chance qu'en langue française l'expression « je suis » puisse représenter deux verbes, être et suivre. Être se rapporte à l'état, donc à une valeur, tandis que suivre est une action et représente le principe. Cette expression française réussit ainsi à capter le moment symbolique de symbiose entre la valeur et le principe. Car le principe découle de l'état d'une réalité qu'il sert. Une valeur contient déjà le principe inscrit dans son champ énergétique. C'est ce que nous démontre à la fois la définition de l'énergie en physique et les plus anciens mythes de la création. Le mythe nous dit que Gaïa a enfanté Urano, et la déesse du Rig Veda nous dit qu'au sommet, elle fait jaillir le Père. Ces métaphores marquent symboliquement le principe de séparation, qui se révèle naturellement après celui de l'unité représentée par la grande déesse. Il s'agit de l'unité de l'univers, assurée par l'énergie qui inclut tout ce qui existe, à la fois comme potentiel et comme manifestation. Métaphoriquement, cet état d'unité indifférenciée est assimilé au chaos originel ou aux eaux primordiales. Honnêtement, je ne sais pas quel était l'état initial du cosmos, mais je sais que l'absence d'activation de la conscience et de la connaissance est un chaos, qui se manifeste toujours lorsque nous faisons face à une situation totalement inconnue, et c'est cet état que les humains ont projeté sur le processus de connaissance de l'univers. Puis, de cet océan primordial surgit le désir, moteur de la dynamique qui générera la création. C'est le Shiva Tandava, qui danse le jeu cosmique. Il est le symbole de la dynamique universelle. Le désir de manifestation engendre le mouvement créateur. Les eaux primordiales sont la métaphore de l'aspect fertile de l'énergie, donc le féminin, tandis que le désir est son aspect masculin, fécondant. C'est l'impulsion qui génère l'intention, et par là la puissance créatrice. En préparant ce texte, une autre figure mythologique attira mon attention, Eros, le dieu de la mythologie grecque. Il exprime une force subtile, qui ne se manifeste pas forcément dans la dynamique visible comme Shiva. Mais nous le ressentons comme une vibration énergisante, donnant de la qualité à tout acte. Bien souvent, quand nous pensons à Eros, nous l'associons à l'amour passionnel ou à l'érotisme. Mais son rôle archétypal va bien plus loin, jusqu'à la racine même du fonctionnement de l'énergie créatrice de l'univers. Dans le mythe de Psyché, on voit très clairement son pouvoir de sublimation. Eros est l'agent qui déclenche l'évolution spirituelle, propulsant Psyché dans le monde immortel des dieux. Ce mythe est l'histoire de l'âme humaine qui, grâce à l'activation de l'aspect masculin représenté par Eros, accomplit le chemin d'intégration de son propre archétype. Ainsi, Psyché surmonte les épreuves imposées par Aphrodite et l'intègre dans son propre contenu, devenant à son tour une déesse. De même, dans la tradition hindoue, ce dieu est appelé Kama. Il est aussi l'agent déclencheur de l'évolution. Dans la mythologie hindoue, il est évident que l'acte sexuel symbolise en réalité l'acte de connaissance créative. L'histoire nous dit que lorsque Shiva, le dieu de la dynamique universelle, se tenait pensif en méditation, Kama fut envoyé pour éveiller en lui le désir, afin que Shiva accepte l'union avec Parvati. De cette union devait naître un fils divin,
le seul capable de vaincre les démons qui tourmentaient le monde à ce stade de son évolution. Fâché que l'on ait osé le déranger, Shiva brûla Kama, mais dans cet élan, sa semence jaillit instinctivement et féconda la terre, Dunaki Kartikeya. Ainsi, cette force du désir n'apparaît pas nécessairement comme une autorité masculine primordiale, mais depuis son espace apparemment caché, elle est en réalité indispensable au processus de déclenchement de la création. Le désir est lié au feu qui féconde la matière pour que le nouveau puisse naître. On retrouve cette fonction fécondatrice du plan subtil dans les hymnes védiques. Là, la fonction d'Eros est représentée par Agni, la personnification sacrée du feu. Il est le symbole du feu sous toutes ses formes, celui du foyer, l'éclair du ciel et la lumière du soleil. Pratiquement, Agni joue le même rôle qu'Eros dans le mythe de Psyché. Il n'y a pas d'évolution sans son intervention. Il est aussi messager entre les hommes et les dieux. C'est pourquoi la force universelle représentée par ces dieux est considérée comme l'une des forces primordiales. Ainsi, selon la théogonie d'Hésiode, Eros n'est pas un personnage romantique banal, mais une force primordiale, présente dès les origines du monde, apparaissant juste après le chaos et Gaïa. Il ne naît pas d'un couple, mais est une énergie fondamentale du désir, de l'attraction et de la cohésion. Il est la force principale qui met en mouvement et structure la réalité. Grâce à lui, les éléments isolés peuvent s'unir, les contraires s'attirent, et toute existence prend sens et forme. C'est pourquoi Eros est, en vérité, le principe masculin qui pénètre aussi bien les formes féminines que masculines de la vie. Le désir est ressenti par chacun de nous, indépendamment de notre sexe biologique, et il ne se réduit pas aux besoins sexuels. Il prend des formes diverses que nous percevons dès l'enfance. Contrairement à certaines idéologies qui voient le salut uniquement après la mort, le désir est un moteur de l'évolution, il doit être protégé et nourri. Il représente le masculin archétypal. De ce point de vue, le récit mythique nous dit qu'Eros incarne précisément cet élan fécondant qui dépasse la biologie, et qui définit la puissance de générer, d'attirer, d'unir et surtout de soutenir la naissance de toute forme de vie et de création. Il est le principe actif et animé, source de l'initiative, du mouvement vers l'extérieur, de l'impulsion à créer et de l'amour qui mobilise, non seulement entre les humains, mais dans toute la nature. Eros, dans sa forme primordiale, est le lien cosmique qui donne direction et sens à la matière brute, permettant l'évolution, la transformation et la genèse. Son énergie est dynamisme, désir, courage et aussi capacité d'intégrer et d'unir, de rassembler ce qui semble impossible à connecter. Ainsi, lorsque nous voulons comprendre ou activer le principe masculin dans notre vie, il ne faut pas s'arrêter à des modèles simplistes. Eros est le symbole clé, il représente le masculin profond comme force du désir, de l'union créatrice, de l'initiative et de la motivation universelle qui nous pousse à dépasser nos limites. Eros est ce feu intérieur qui transforme et qui crée, nous offrant non seulement la puissance d'agir, mais aussi la direction vers le développement et l'accomplissement. Ainsi, la métaphore d'Eros suggère explicitement des processus de la conscience, qui est l'aspect masculin de l'être humain. De plus, dans les hymnes védiques, où Agni est le patron du rituel par lequel l'offrande est donnée aux dieux, nous retrouvons une métaphore pour décoder les mystères du processus de conscientisation. Outre sa compétence de sublimer et de susciter la médiation entre les mondes, Agni soutient l'ordre rituel et cosmique. Le feu détruit pour renouveler. En réalité, le feu est le symbole de l'action, du faire. Le verbe « faire » exprime l'aspect masculin, étant en couple avec le verbe « être » qui exprime l'aspect féminin. Je l'avais dit au début, que le féminin exprime la valeur et donne contenu et cadre à nos actions. L'action a une spécificité masculine et contient déjà le principe qui dirige son sens. Mais j'attire l'attention,
il faut toujours tenir compte du lien symbiotique entre valeurs et principes. Car nous ne comprendrons pas la signification de nos actions si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. L'expression verbale « je suis » exprime le féminin en nous, et à partir de ce sens, nous pouvons décoder le sens juste que le principe masculin exprime par « je fais ». Ainsi, même si je suis parti de symboles mythiques universels, le plus simple est de décoder les mystères de la conscience à travers les verbes du langage commun. Et quand je parle du verbe comme élément de mobilisation des énergies, je ne me réfère pas seulement aux actions du plan physique, mais aussi à celles du plan mental. C'est là que nous construisons les projets qui donneront sens et soutiendront nos actions dans le plan physique. Le verbe définit la conscience, qui est notre aspect masculin. Le verbe exprime clairement ses principes, car il reflète la dynamique du principe et révèle le rôle que nous jouons dans une action. J'ai écrit en détail sur ce sujet dans mon livre, Essai sur l'éternité de l'éphémère ego. Ici, très brièvement, je rappellerai seulement les verbes qui donnent contenu à la conscience et définissent notre aspect masculin: identifier, nommer, reconnaître, différencier, séparer, délimiter, discerner, sélectionner, décider, changer, métamorphoser. Ces verbes agissent dans le processus de prise de conscience. C'est alors le moment royal où nous choisissons un sens pour nos actions. La conscience, c'est-à-dire notre aspect masculin, est celle qui détermine ce sens. Et ensuite, nous pouvons organiser les éléments en fonction du but choisi. Au moment où la conscience assume les actions désignées par ces verbes, elle prend la direction et organise et structure les forces énergétiques. Cela nous permet de prendre le contrôle de la situation. Peu importe les différences entre les divers éléments de la situation, en les connaissant, nous les prenons en charge, et nous devenons maîtres de ce que nous avons appris. Nous en prenons possession, nous nous en emparons. À mon avis, c'est de là que découle le proverbe « diviser pour régner ». La conscience s'approprie ce qu'elle connaît, en les intégrant dans ses possessions, la conscience possède. Saint-Exupéry l'exprimait mieux avec le verbe apprivoiser. Cependant, je choisis de conserver le verbe posséder, bien qu'il paraisse agressif, car il décrit précisément l'action symbolique à travers laquelle nous contrôlons nos énergies. En examinant ainsi la conscience, on peut penser à première vue qu'elle fragmente en couches un phénomène énergétique, par différentes opérations. Cependant, en examinant l'interaction entre ces fonctions, on remarque que tous les processus sont cohérents. Un échange informationnel est constamment maintenu entre tous les éléments qui participent à sa manifestation et à son développement. La conscience est un réseau de relations qu'elle établit et gère. La conscience relie les éléments énergétiques et les intègre. Elle équilibre et harmonise nos énergies. La conscience unifie.